Une petite question. Penses-tu que l'Atlantide pourrait avoir existé ? Elle demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Sa légende a commencé avec Platon, il y a très longtemps en Grèce ancienne. Le récit d'une civilisation qui aurait vu le jour et aurait prospéré avant la nôtre. L'Atlantide était, selon le mythe, une société très avancée sur le plan technologique, un peu comme celle des Mayas. Mais, ainsi que le raconte la légende, c'est à cause de la cupidité de ses habitants qu'elle aurait été détruite, ces villes disparaissant, submergées par un immense déluge. Diverses théories ont été avancées au sujet de l'emplacement géographique de cette île mythique. Certains disent qu'elle se trouvait dans la Méditerranée, d'autres qu'elle est située sous le triangle des Bermudes. Mais comme la science nous le suggère, l'Atlantide n'est sans doute qu'une allégorie de l'humanité. Aujourd'hui, tu vas découvrir plusieurs villes sous-marines étonnantes dont tu n'as jamais entendu parler. Elles ont bel et bien existé et ne sont pas de simples légendes. Nous allons tout d'abord faire une excursion dans la cité engloutie de Baïa, sur la côte italienne. Connue comme une sorte de Las Vegas de l'Empire romain, Baïa était un lieu de villégiature. L'élite romaine se rendait pour se divertir dans cette sorte de spa en plein air qu'était Baïa. Tu peux visiter la ville submergée accompagnée de professionnels de plongée sous-marine et observer de très près cette magnifique sculpture romaine parfaitement conservée, une véritable merveille subaquatique. Tu peux aussi apercevoir des temples et des bâtiments effondrés à bord d'un bateau à fond vitré. Voici un musée tout recouvert de mousse, le nymphée de l'empereur Claude. À ta gauche, tu apercevras une collection de statues grecques classiques. En descendant la Via Herculeana, tu arriveras à la Villa Pro Tiro. Les villas sont des maisons de style italien, et ici tu pourras admirer leur sol en marbre d'origine. Leurs motifs noirs et blancs aux formes étonnantes. Ensuite, tu arriveras à Portus Julius, avec ses murs effondrés visibles au fond de la mer. Tu verras des colonnes et des sols en calcaire bien conservés. Tu pourras aussi contempler les ruines et les thermes de Lacus. Leurs mosaïques multicolores sont vraiment exceptionnelles. Si tu t'approches suffisamment, tu pourras voir des fragments de pierre orange, bleu et vert. À la Villa Pilla dei Pisoni, tu découvriras 25 piliers romains bien conservés. Les arches et les fresques non loin sont impressionnantes, tout comme l'ampleur de ce trésor abrité par les eaux. La ville était située sur un sol volcanique. Il y avait donc des sources d'eau chaude à volonté. Les gens s'y rendaient pour se détendre, mais pas n'importe qui. Parmi ceux qui fréquentaient cet endroit figurent certains des plus grands empereurs et personnalités de l'époque. Ceux dont on nous parle à l'école, Néron, Cicéron, César. Mais vers le 8e siècle, la ville luxuriante a été mise à sac, puis abandonnée. Lentement, le niveau de la mer est monté, et la cité a peu à peu été engloutie. Tu passes tes vacances d'été au large de la côte grecque, à 4 heures d'Athènes, dans la péninsule du Péloponnèse, à Pavlopétrie plus précisément. Tu as apporté ton tuba pour aller faire de la plongée par une magnifique journée ensoleillée. Au bout d'un certain temps sous l'eau, tu commences à remarquer des motifs au fond de la mer. À 4 mètres sous la surface, les contours d'objets familiers t'apparaissent les uns après les autres. Puis tu continues à nager, et bientôt tu aperçois ce qui ressemble à une ville. Tu te demandes comment l'eau a pu submerger cette cité. Certains rochers sont parfaitement alignés et forment ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. C'est Nicholas Fleming, un océanographe britannique en vacances en Grèce, qui a découvert Pavlopétrie. Il documentait les vestiges abandonnés dans les fonds marins. Son équipe a fini par trouver un site entier rempli de poteries, de récipients pour le stockage, ainsi que des outils. Des moulins à bras par exemple, servant à moudre le grain afin de le transformer en farine. Les nombreuses amphores découvertes par la suite indiquent que ce site remonte à l'âge du bronze, soit il y a 5500 ans, quand les gens ont commencé à s'installer en communauté sédentaire. On pense que cette cité portuaire a été fréquentée pendant plus de 2400 ans. Pavlopétrie est aujourd'hui considérée comme la plus ancienne ville engloutie jamais découverte. Et c'est d'autant plus impressionnant de constater qu'il ne s'agissait pas d'un simple village, c'était une véritable ville, avec des bâtiments en pierre, un marché, des rues et même des places. Continuons notre exploration à la découverte d'autres villes sous-marines. Tu plonges au large de l'archipel des Ryukyu. Les eaux du Pacifique sont loin d'être calmes. Un fort courant t'entraîne dans les profondeurs de la mer. Soudain, tu aperçois une énorme structure éclairée par le soleil qui traverse jusqu'au fond des eaux. Au début, cela ressemble aux ruines de Machu Picchu, situées sur l'autre côté du globe, au Pérou. En t'approchant, tu découvres lentement ses formes. Une structure en forme de pyramide, des arches, des escaliers. Quelque chose qui aurait pu être un palais ou un château. Tout cela pourrait être le signe d'une activité humaine ancienne. Ce site est aujourd'hui connu sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni, mais on l'appelle également l'Atlantide du Japon. Le monument entier fait environ la taille de 5 terrains de football.
et sa hauteur est celle d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante, ses vastes terrasses faites pour accueillir de grands rassemblements. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni existe depuis 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure construite par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet d'un débat. Selon le meilleur géologue marin du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Kimura a plongé dans cette zone afin d'explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. D'après lui, on y trouve des signes évidents d'activité humaine. Le bassin triangulaire, situé à la surface du monument, est caractéristique, par sa forme symbolique, des fontaines historiques de la région. Il y a aussi une tortue géante sculptée sur le flanc oriental de la structure. Et selon Kimura, les tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site. Ils auraient été fabriqués il y a 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Nombreux sont ceux qui pensent que Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul bloc de roche les pousse à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes, ainsi que ses surfaces planes, ressemblent à cette formation naturelle présente en Irlande du Nord et connue sous le nom de chaussée des géants. Un ensemble de colonnes de basalte imbriquées fait penser au parvis d'un palais. Mais celles-ci sont plus probablement le résultat de l'activité volcanique locale. Continuons ensemble notre exploration sous la surface. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres au monde, et aujourd'hui transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal en Jamaïque n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'une des cités les plus riches de l'hémisphère occidental. Port-Royal était alors un centre important de l'Empire britannique. Son activité commerciale attirait des voyageurs provenant des 4 coins du monde. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Mais au matin du 7 juin 1692, le sort des habitants de Port-Royal a pris une tournure absolument inattendue. Les tavernes et les restaurants, toujours débordants de vie, se sont mis à trembler. La population s'est réveillée au milieu d'un immense séisme dont la magnitude est estimée aujourd'hui à 7,5 sur l'échelle de Richter. Un des survivants a dit avoir vu la terre s'ouvrir et engloutir toute la ville. Ce qu'il a affirmé pourrait être vrai, car l'agglomération était principalement construite sur du sable. Le sol a littéralement aspiré les bâtiments, les routes et tout ce qui s'y trouvait là. Des geysers sont entrés en éruption et finalement des vagues hautes comme des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares ont disparu sous l'eau. Et étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle reposent en bon état à 12 mètres de profondeur. Dans ces ruines, les archéologues ont trouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des bâtiments de loisirs utilisés à des fins diverses. Tu peux aussi voir la grande statue d'un lion, un pont submergé ainsi que de nombreuses arches pittoresques. Et si on allait faire un tour en Inde, non loin de son littoral, se trouve une autre merveille. Un site que l'on a nommé la cité perdue de Cambay, qui repose dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, jusqu'à ce que l'Institut national des technologies océaniques décide d'aller analyser l'eau de la zone. Grâce à la technologie du sonar qui envoie une sonde sonore jusqu'au fond de la mer, l'équipe de l'Institut a fait une découverte, très loin sous la surface. Les images rapportées montraient des formes géométriques réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans. Ce qui veut dire que cette civilisation a disparu à peu près à la fin de la dernière période glaciaire. Parmi les débris récupérés sur le site, on trouve des matériaux de construction, des poteries, des perles, des sculptures et même des os. Les scientifiques ne sont pas tous convaincus de la véritable provenance de ces objets. Mais si c'est bien de là qu'ils proviennent, cela ferait de la ville perdue de Cambay la plus ancienne civilisation connue au monde. Tu sais nager ? Bien, car tu vas voyager vers l'endroit le plus profond de l'océan Pacifique. Mets tes palmes. Le fond le plus abyssal de la fosse des Mariannes t'attend. Maintenant, entre dans l'eau. Vraiment, allez ! Très bien. 30 cm sous l'eau. C'est la profondeur à laquelle tu peux nager sans équipement, comme un masque par exemple. Hé, regarde, ce doit être des touristes. Ou bien des baleines. 3 mètres sous l'eau. C'est un peu plus profond que les piscines publiques ou les plages des États-Unis. Tu peux voir des poissons colorés et même du phytoplancton qui se nourrit des rayons du soleil. 8 mètres de profondeur. C'est à ce niveau que se trouvent les fondations de la ville flottante de Venise en Italie. Ces bâtisseurs ont posé des colonnes à cette profondeur sur lesquelles ils ont ensuite construit les maisons et les rues. 10 mètres sous l'eau.
tu commences à ressentir une forte pression. À la surface, tu te trouves sous la pression atmosphérique, 1 kg force par centimètre carré. Mais ici, à 10 mètres, cette pression est doublée. Toutes les poches d'air de ton corps, dont tes poumons ou tes oreilles par exemple, commencent à se comprimer à cause de cette pression, ce qui te met mal à l'aise. Mais ne t'inquiète pas, tes organes sont souples et élastiques. Tu peux continuer à descendre. 12 mètres sous l'eau. Oups, tu commences à manquer d'air. Une personne peut en moyenne retenir sa respiration pendant 30 à 90 secondes. L'impressionnant record actuel est de 24 minutes et 37 secondes. Bon, tu auras besoin d'un équipement de plongée pour continuer ta descente. Et voilà, tu prends de la bouteille, dis donc. Les touristes plongent à cette profondeur pour observer les récifs et les coraux. Tu n'as pas besoin de compétences particulières pour cela, mais tu ne peux pas plonger plus profond sans formation ni permis. 14 mètres de profondeur. Fais attention, des requins nagent par ici à la recherche de nourriture. Parfois, les touristes descendent à cette profondeur dans une cage sécurisée pour voir ces bêtes de près. Il vaut mieux rester à l'écart de ces prédateurs et ne pas attirer leur attention. Assure-toi donc de ne pas porter de bijoux brillants. Les requins adorent ce genre de choses. 19 mètres sous l'eau. À cette profondeur, tu pourrais voir le laboratoire Aquarius Reef Base de Floride. Il s'agit d'un bâtiment entier avec des pièces pour explorer les fonds marins, le tout accessible par une trappe. 32 mètres de profondeur. Tu vois une étrange cloche suspendue à une chaîne. Les gens utilisaient cet objet pour plonger en eau profonde il y a environ 400 ans. Ils descendaient une cloche depuis un bateau au moyen de chaînes avec des plongeurs à l'intérieur. Il y avait assez d'air dans la cloche pour qu'ils puissent respirer. De cette façon, ils pouvaient explorer les navires naufragés et récupérer leurs trésors. 42 mètres. À cette profondeur, tu trouveras une ville entière engloutie dans le lac Qiandao en Chine. Tu peux encore y voir des rues, des maisons et des temples. 100 mètres. Waouh! Tu as failli percuter une énorme baleine bleue. Comment as-tu pu ne pas la voir? Ces animaux qui font la taille de 2 wagons de train plongent généralement à cette profondeur. Chut! Écoutons-les chanter quelques instants. C'est magnifique. Continuons. 200 mètres. C'est là qu'une grande partie de la vie océanique s'arrête. Les rayons du soleil pénètrent à peine plus bas. Au-dessous, il n'y a plus que des poissons très étranges comme cette baudroie que tu vois là. S'ils sont si bizarres d'aspect, c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à la haute pression qui règne ici. 214 mètres sous l'eau. Après ça, tu ne verras plus un seul humain sans équipement de plongée. Cet homme détient le titre de l'homme le plus profond du monde, car il est le seul à avoir réussi à atteindre une telle profondeur. La pression de l'eau sur son corps à ce niveau était 20 fois supérieure à celle qu'on trouve à la surface. 300 mètres. C'était quoi ce bruit? Oh là, un sous-marin! C'est la profondeur maximale à laquelle ils peuvent descendre. Certains d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 42 km/h. Fait amusant, une autruche peut courir 2 fois plus vite, mais elle ne sait pas nager. 332 mètres. Tu peux dire au revoir à ce plongeur, tu n'en verras pas au-delà de ce point. Le record du monde a été établi dans la mer Rouge. Il n'a fallu que 12 minutes au plongeur pour atteindre cette profondeur. Mais il lui a fallu 15 heures pour revenir à la surface, afin d'éviter l'accident de décompression. Alors maintenant, tu enfiles ta combinaison de plongée profonde. Elle est complètement étanche et tu ne sentiras pas la pression incroyablement forte de l'eau sur ton corps. 443 mètres. Si tu mettais l'Empire State Building dans l'eau, son extrémité se trouverait ici. Et toute la moquette à l'intérieur serait mouillée. 700 mètres sous l'eau. La pression de l'eau ici est 70 fois plus élevée qu'à la surface. Les parties en plastique souple de ta combinaison ne peuvent pas résister à ce genre de pression. Mais une livraison d'urgence arrive. C'est un submersible de grande profondeur. Maintenant, tu peux continuer à descendre jusqu'au fond. 830 mètres. Ici, tu verrais la pointe du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Mais qui donc s'amuse à mettre tous ces immeubles dans l'eau? 1641 mètres. C'est la profondeur de l'un des lacs les plus anciens et les plus profonds du monde, le lac Baïkal. Sa superficie est légèrement supérieure à celle de la Belgique. 2450 mètres. C'est la profondeur record atteinte par la plateforme pétrolière Perdido dans le golfe du Mexique. Et sa partie supérieure émergée, composée de 3 ponts, est presque aussi haute que la tour Eiffel. 3646 mètres. C'est la profondeur moyenne de l'océan Atlantique. Tu peux y voir un énorme tube aussi large que le cou d'une girafe. On dirait qu'il n'a pas de fin.
Ce câble reliait l'Europe et l'Amérique du Nord et servait autrefois aux communications télégraphiques. 3750 mètres sous l'eau. Soudain, dans l'obscurité, tu aperçois la silhouette d'un navire. Pas possible, mais c'est le Titanic. La pression intense de l'eau écraserait complètement une personne à cette profondeur. Tu ne peux donc plonger jusqu'au Titanic que dans un sous-marin. 4000 mètres. C'est ici que s'arrête la mine la plus profonde au monde, la mine d'or de Mponeng en Afrique. Mais il existe encore des endroits plus profonds à visiter. Accélère. 6100 mètres. Ici, tu peux voir les débris les plus profondément engloutis d'un vieux navire. L'USS Johnston a coulé il y a plus de 70 ans. Tu peux encore clairement voir le numéro 557 sur sa proue. 8000 mètres. Ici, dans cette obscurité totale, tu trouveras le poisson le plus abyssal du monde, la limace de mer des Mariannes. Elle fait la longueur d'un chat domestique et a une peau presque transparente. Ses yeux sont peu développés pour la vision, car la lumière du soleil n'atteint jamais cette profondeur. 8850 mètres. Si tu prends le mont Everest, que tu le retournes et que tu le plantes dans la fosse des Mariannes, c'est exactement là que tu verrais sa pointe. Même s'il s'agit du point le plus haut de notre planète, il te reste encore un long chemin à faire jusqu'au fond. 10 900 mètres sous l'eau. Ici, dans le Challenger Deep, tu peux encore voir des créatures vivantes. Mais tu auras besoin d'un microscope pour cela. Les bactéries qui vivent ici se nourrissent de molécules organiques similaires au pétrole. Un peu plus profond. Félicitations, tu viens de toucher le fond. Tu te trouves à 11 000 mètres de profondeur. La pression ici est 1071 fois plus élevée qu'à la surface. Mais tu n'es pas la première personne à être venue ici. L'une des dernières expéditions au fond de la fosse des Mariannes a eu lieu en 2012. Un cinéaste américain y est descendu dans un sous-marin qu'il avait lui-même conçu. Mais la pression a cassé certains moteurs, il lui a donc été difficile de manœuvrer. Le sonar a lui aussi été endommagé et certaines des batteries se sont vidées. Il est resté dans le Challenger Deep pendant environ 3 heures et a pris de nombreuses photos et vidéos. Si tu regardes attentivement le fond lui-même, tu peux voir des bulles. C'est du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Le dioxyde de carbone est liquide ici à cause de la pression extrême et de la température proche du point de congélation. Mais il y a encore de la vie ici, dans ces conditions plus que difficiles. Les 3 micro-organismes les plus courants sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. S'il y en a si peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture ici. Généralement, on trouve beaucoup de feuilles de palmier au fond de l'océan. Elles descendent de la surface jusqu'ici. Mais la fosse des Mariannes est à 200 km des îles les plus proches. Donc la seule nourriture qu'on trouve, c'est du vieux plancton et des écailles de poissons provenant des couches supérieures de l'océan. Mais ils doivent parcourir des milliers de mètres avant que les habitants des fonds marins puissent s'en nourrir. Tu voudrais aller encore plus profond à l'intérieur de la croûte terrestre ? Dans ce cas, tu devras dégainer ta foreuse géante et allumer tes moteurs à réaction. Si tu descends encore de 60 km à travers la croûte terrestre, tu trouveras sa limite. Tu es maintenant dans le manteau supérieur. C'est un océan de lave chaude profond de 2900 km. Tu devras le traverser à la nage pour atteindre le noyau externe, d'une profondeur de 2200 km. Ensuite, tu atteindras le noyau interne. Encore 1215 km et... Félicitations, tu es au centre de la Terre. Ça me gêne un peu de demander, mais comment on sort d'ici ? C'est l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Noyé dans l'obscurité et à des kilomètres sous l'eau, cet environnement extrême abrite des créatures et des phénomènes hors du commun. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Pas étonnant qu'elle soit si difficile à explorer. En raison des conditions particulièrement risquées, les gens ne peuvent pas découvrir cet endroit sans tout un équipement adapté. Mais que se passerait-il si on y lançait une boule d'acier ? Commençons par l'essentiel. Comment a-t-on découvert ce gouffre extrêmement profond dans l'océan ? Le HMS Challenger l'a repéré en 1875. Le navire disposait d'un équipement assez sophistiqué pour l'époque, mais il était loin d'être assez performant pour permettre l'exploration complète de la fosse. Quelques décennies plus tard, en 1951, un autre navire, le HMS Challenger 2, est revenu sur les lieux mieux préparé. Le navire était doté d'un échosondeur et a pu prendre des mesures précises de ce qui semblait être le point le plus profond de la surface de notre planète.
Si l'on observe en 2D, on constate que la tranchée mesure en moyenne 2400 km de long et 69 km de large. Lorsqu'on l'observe d'en haut, elle ressemble à une cicatrice en forme de croissant. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, non ? Eh bien, si on tendait un fil depuis la surface de l'océan jusqu'au point le plus profond de la fosse, on obtiendrait une longueur stupéfiante de 11 km. Si nous étions capables de déplacer physiquement le mont Everest, qui est la plus haute montagne de la Terre, pour recouvrir la fosse des Mariannes, cela ne serait toujours pas suffisant. Il manquerait encore environ 1,5 km. La fosse des Mariannes est tellement profonde qu'elle est presque entièrement plongée dans l'obscurité, car la lumière a du mal à atteindre des distances aussi extrêmes sous l'eau. La température n'est pas non plus très accueillante, quelques degrés seulement au-dessus du point de congélation. Mais la caractéristique la plus dangereuse de toutes est la pression de l'eau. Au point le plus profond de la tranchée, elle y est environ 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique standard. Très peu de personnes ont déjà tenté de descendre dans la fosse des Mariannes. En fait, la première tentative organisée a eu lieu il y a plus de 60 ans. Elle a été réalisée par Jacques Piccard et Don Walsh dans un submersible. Ils n'ont mis que 5 heures environ pour descendre et ont passé à peine 20 minutes au fond. Hélas, ils n'ont pas pu prendre de photos, jusqu'à ce que ces deux scientifiques parviennent à descendre. Les scientifiques pensaient qu'il n'y avait que peu ou pas de chances que la vie puisse exister là-dessous, étant donné les conditions, notamment la pression extrême. Mais alors qu'ils étaient au fond, le projecteur du submersible a repéré une créature. Et de fait, c'était une créature toute plate. Comme tu peux l'imaginer, les ressources sont très rares ici. Quel genre de créature peut bien habiter là en bas ? Et comment font-elles pour survivre, compte tenu de la rudesse de l'environnement ? Étonnamment, la faune et la flore de la fosse des Mariannes sont assez prolifiques. Certaines de ces créatures se nourrissent de substances chimiques pour survivre, comme le méthane ou le soufre, tandis que d'autres types de poissons s'alimentent de créatures marines plus faibles qu'eux dans la chaîne alimentaire. Les êtres vivants les plus communs que l'on trouve ici sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. Certains d'entre eux se sont adaptés en renforçant peu à peu leur coquille grâce à l'aluminium tiré de l'eau de mer. Des créatures plus petites, comme les microbes, ont évolué en absorbant des émanations chimiques émises lorsque l'eau de mer frappe les rochers sous-marins. Mais la star de la région en termes de faune et de flore, selon les scientifiques, c'est la limace de mer des Mariannes. Elle est petite, de 8 à 23 cm, translucide et dépourvue d'écailles, mais c'est le prédateur principal de la zone. Il n'est pas étonnant que certaines personnes aient commencé à croire que l'ancien mégalodon pourrait encore vivre ici. Tu te demandes peut-être ce qu'était un mégalodon. C'était le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En fait, le plus grand et le plus méchant requin qui ait jamais vécu. Les scientifiques pensent qu'il a disparu depuis un bon moment, et l'idée qu'il puisse encore se cacher dans la fosse des Mariannes n'est pas franchement argumentée. Le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Il aurait dû être bioluminescent ou évoluer pour avoir des yeux énormes. De plus, en raison de sa taille comparable à celle d'un bus scolaire, ce monstre des océans aurait eu besoin de beaucoup de nourriture. Les microbes et les petits escargots n'auraient pas fait l'affaire. Alors, si une bille d'acier était lâchée dans la fosse, quel serait son effet sur celle-ci ? La boule serait-elle assez solide pour supporter une telle pression ? Examinons les aspects scientifiques de la question. Si nous supposons qu'il s'agit d'une grosse bille d'acier, la pression exercée au fond de la fosse ne serait pas suffisante pour l'affecter réellement et causer de vrais dégâts. Il lui faudrait cependant 12 bonnes minutes pour atteindre le fond de l'océan. Et la température alors ? Eh bien, il s'avère que la différence de température entre la surface et le fond de la fosse est assez impressionnante. Cela devrait donc faire rétrécir un peu la bille. Mais de nouveau, une fois que la bille serait remontée à la surface, elle retrouverait tout simplement son état normal. Cela dit, si elle devait rester coincée là, il faudrait répondre à une autre question intéressante. La corrosion l'affecterait-elle ? La corrosion de l'acier dépend fortement de la quantité d'oxygène dans l'eau. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau reste constante à des profondeurs supérieures à 5 km. Je vais t'épargner les calculs, mais il faudrait plus de 10 000 ans pour que notre bille d'acier rouille complètement sous la mer. Évidemment, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'il nous faudrait à nous, les humains, pour pouvoir survivre à des profondeurs aussi extrêmes. Voyons ce qui a été utilisé dans le passé pour explorer ce lieu mystérieux.
Une petite chose appelée mousse syntactique. Pourquoi? Parce que c'est le seul matériau qui peut à la fois flotter et résister à la pression ambiante. Sans cette sorte de protection, nos poumons ne survivraient pas longtemps. De plus, la pression de l'eau enverrait du liquide dans nos bouches, remplaçant ainsi l'oxygène dont nous avons tant besoin par de l'eau. Enfin, il faudrait absolument être capable de revenir à la surface rapidement si les choses ne se passaient pas comme prévu. L'un des appareils qui a déjà effectué une plongée profonde ici était lesté avec des poids d'acier de 450 kg pour lui permettre de couler. Ces poids étaient reliés au navire par un type de fil spécial dont la durée de corrosion dans l'eau de mer était augmentée de 11 à 13 heures, au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu et qu'il devrait remonter à la surface en urgence. Étant donné les conditions difficiles qui règnent ici, le problème de l'approvisionnement en oxygène est également crucial. Tout véhicule souhaitant descendre dans la fosse des Mariannes devra envisager un dispositif permettant de recycler l'air afin de réduire la quantité d'oxygène à transporter. Et le dernier problème, mais non le moindre, serait l'électricité. Il n'y a évidemment pas de prise de courant en bas pour charger ton téléphone. Il faut donc que la batterie ait une autonomie suffisante pour assurer toutes les fonctions nécessaires. Communication, approvisionnement en oxygène, dispositifs d'éclairage, etc. Mais aucun de ces problèmes ne semble plus être vraiment un défi, puisque depuis peu, il est possible de faire une excursion jusque dans la fosse des Mariannes. 3 chanceux ont participé à ce projet en 2020. Ils ont été immergés dans une sphère en titane de 9 cm d'épaisseur. Cela leur a permis de ne ressentir aucun changement de pression, ni aucun stress physiologique. Chacun des passagers a effectué un voyage individuel d'une durée estimée à environ 14 heures. La descente elle-même a duré plus de 4 heures. Une fois arrivés en bas, ils ont eu la chance d'observer certaines des créatures les plus extraordinaires de la planète. Et ensuite, il était temps d'entamer leur remontée de 4 heures vers la surface. La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond et probablement le plus mystérieux de la planète, quoi que cela veuille dire. Des créatures bizarres telles que le poisson pêcheur des profondeurs, le requin lutin et l'exanquiforme, le poisson fantôme ou encore le poisson hachette vivent dans une fosse en forme de croissant dans le Pacifique occidental. 3 personnes seulement sont descendues au fond à bord du Challenger Deep à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes. Ici, à une profondeur de près de 3350 mètres, des cheminées laissent échapper du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Les volcans de boue entrent en éruption sous une pression 1000 fois supérieure à celle de la surface. Et donc, ce n'est pas un endroit où j'ai envie d'aller, alors au revoir. Retourne là-dedans. D'accord, puisque tu as cliqué, oui, tu es sur le point de visiter des endroits tout aussi mystérieux et effrayants que la fosse des Mariannes. Ton premier arrêt est le Mexique, la péninsule du Yucatan pour être précis. Tu vois ces gouffres sans fond remplis d'eau cristalline? C'est de l'eau de source qui recouvre de l'eau salée provenant de la mer. Ces gouffres sont appelés cénotes. Les Mayas prenaient ces puits naturels pour les portes d'un monde souterrain. Des milliers de cénotes, créés par l'effondrement de la roche calcaire, forment l'un des plus longs systèmes de grottes sous-marines du monde. Tu peux facilement te perdre dans ce réseau enchevêtré et mystique. Bon, il est temps de visiter les Caraïbes. Là-bas, tu devras descendre à une profondeur de près de 2000 mètres pour voir le champ hydrothermal de Van Damme. Les cheminées hydrothermales projettent des jets d'eau boueuse et brûlante dont la température atteint 204 degrés Celsius. C'est presque assez pour cuire une pizza. Ces monticules sont faits de talc, une substance que l'on trouve dans la poudre pour bébé. Le champ hydrothermal de Van Damme est une oasis pour d'étranges espèces. L'une d'entre elles est une sorte d'inquiétante crevette sans yeux. À la place, elles sont équipées de plaques de cellules photosensibles sur leur dos. Cette fois, pas besoin de voyager très loin. Le prochain mystère sur ta liste se trouve aussi dans les Caraïbes. Juste au large des côtes du Belize, il y a un gouffre géant. Il est aussi bleu. Oui, c'est le Grand Trou Bleu. Ce truc fait environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Il y a très longtemps, c'était une grotte, jusqu'à ce que la montée des eaux la remplisse et la fasse s'effondrer sur elle-même. Plus tu descends dans les eaux cristallines du Grand Trou, plus il devient sombre. Tu verras des tonnes de grottes remplies de stalactites, mais n'essaie surtout pas d'y entrer, à moins que tu veuilles te perdre. Une fois que tu as atteint une profondeur de 15 mètres, tu vois l'eau scintiller. C'est la ligne invisible qui sépare la partie supérieure salée du gouffre de l'abîme d'eau douce.
il est temps de sortir de là, qui sait ce que tu pourrais rencontrer dans les profondeurs obscures. Ta prochaine destination est au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Près de 500 sources de bulles de méthane ont été découvertes à cet endroit il y a plusieurs années. À cause de ces bulles, les cheminées ont reçu le nom d'écoulement de champagne. C'est vrai que ça sonne mieux que spa de paix. Les scientifiques restent perplexes face à ce phénomène. D'où vient le méthane? De vaches sous-marines? Pourquoi sa température est-elle plus élevée que celle de l'océan qui l'entoure? Et surtout, que se passerait-il si tu réussissais à allumer une allumette quelque part près d'une grande bulle? Le méthane est un gaz hautement inflammable, et mettre le feu à une bulle de méthane, eh bien, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, tu pars pour l'Islande. L'objectif est de plonger dans Silfra, une fissure remplie d'eau pure de glacier. Cette fissure de 63 mètres de profondeur est le seul endroit sous-marin de la planète où tu peux toucher 2 continents en même temps. Plus on s'enfonce, plus l'obscurité règne. Le paysage rocheux a l'air de venir d'un autre monde. Les plongeurs qui osent visiter cet endroit incroyable risquent de voir leur équipement gelé, de souffrir d'hypothermie ou de ne pas survivre du tout. Après tout, la température de l'eau dans la fissure de Silfra est d'environ 2 degrés Celsius toute l'année. Ta prochaine destination est l'Écosse. Ok, prépare les cornemuses. Si tu plonges dans le golfe de Corryvreckan, un détroit entre 2 îles, tu verras d'énormes rochers sous-marins et des creux profonds. Ils créent le 3e plus grand tourbillon permanent de la planète, le détroit de Corryvreckan. L'eau se déplace dans le détroit à une vitesse incroyable. Elle heurte les rochers sous-marins et le tout ressemble à une marmite d'eau bouillante. Les vagues produites dans le processus atteignent parfois une hauteur de 5 mètres et on peut toujours entendre le tourbillon qui gronde à 16 km à la ronde. On pense que le détroit de Corryvreckan a avalé des dizaines de marins au cours des siècles. Ils ont été pris au dépourvu par la férocité de ce phénomène naturel qui les a entraînés sous l'eau en un clin d'œil. Ok, assez avec les cornemuses. Tes aventures deviennent de plus en plus extrêmes. Tu te diriges vers l'Antarctique. Là-bas, dans l'océan austral, tu trouveras la plateforme de glace de la mer de Ross. Elle a à peu près la taille de l'Espagne et l'océan en dessous contient autant d'eau que la mer du Nord. Un jour, des scientifiques ont foré jusqu'au fond de cet énorme morceau de glace. Imagine leur étonnement lorsqu'ils ont trouvé de la vie dans ces conditions extrêmes. Les chercheurs ont découvert des dizaines d'espèces mystérieuses inconnues jusqu'alors. Les plus troublantes étaient des poissons qui nageaient à l'envers et des anémones de mer retournées, suspendus dans les eaux glaciales. J'espère que les endroits bizarres à la réputation douteuse ne t'effraient pas. Tu es sur le point de visiter le Triangle des Bermudes. Il s'agit d'une zone située entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, où des avions et des bateaux semblent disparaître dans les airs. Ce lieu a attiré l'attention pour la première fois en 1945. C'est alors que 5 avions de la marine américaine ont disparu pendant un entraînement. Avant que le contact radio soit perdu, le chef de vol a dit « Nous entrons dans les eaux vives, quelque chose ne tourne pas rond ». Après cela, les avions et les 14 hommes qui les pilotaient ont disparu. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'un avion de secours avec 13 personnes à bord n'est jamais revenu non plus. Certaines personnes pensent que la cité mythique de l'Atlantide se trouve au fond du triangle. Ils affirment que ses habitants utilisent des technologies extraterrestres pour couler des navires et faire tomber des avions. D'autres attribuent la faute à des phénomènes naturels rares et inconnus, par exemple des anomalies magnétiques ou des énormes poches de méthane inflammables. On recommence. Alors si un éclair enflammait une bulle de méthane géante près d'un navire ou d'un avion, cela pourrait probablement le faire couler sans laisser de traces, sauf l'odeur. Mais le méthane se trouve partout dans le monde et il ne se comporte jamais de cette façon. Certains experts ne sont pas sûrs qu'il y ait un mystère à expliquer quoi qu'il en soit. De nombreuses routes maritimes très fréquentées passent par cette zone. Pas étonnant que des navires et des avions y coulent plus que partout ailleurs. Prépare des vêtements chauds, tu pars à nouveau vers le nord. Ta destination est le cap Désolation au Groenland. Sympa comme endroit. En 2012, des chercheurs canadiens ont prélevé des échantillons d'eau dans cette zone. Et leur équipement est revenu à la surface avec des morceaux de corail accrochés dessus. C'est ainsi qu'un récif corallien d'eau froide a été découvert par hasard. Ces coraux rosés uniques peuvent facilement se passer de la lumière du soleil et vivent dans de forts courants à 914 mètres sous la surface.
Un autre endroit unique à ne pas manquer se trouve entre le Groenland et la Sibérie. La dorsale de Gäkel est la partie la plus profonde et la plus éloignée du système mondial de dorsales médio-océaniques. À certains endroits, elle atteint une profondeur de plus de 5 km. Il est normal que les coins les plus sombres de ce monde sous-marin restent inexplorés. Des réactions chimiques fascinantes se déroulent au fond de la dorsale, produisant des fluides chauds riches en minéraux. Ils jaillissent des cheminées du plancher océanique comme des étudiants de première année lors d'une fête clandestine. Et comme ces cheminées sont isolées du reste de l'océan, ce sont des points chauds pour des créatures bizarres qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ton prochain arrêt est juste au large des côtes de Cuba. Colonnes circulaires, sol pavé, structures symétriques en pierre, voilà à quoi ressemble la ville sous-marine cubaine. Que s'est-il passé ici? Comment une grande ville a-t-elle sombré à une profondeur de plus de 610 mètres? Beaucoup de gens pensent que ce sont les ruines d'une civilisation depuis longtemps oubliée. Mais les scientifiques ont des doutes. Ils affirment que la cité perdue n'est rien d'autre qu'un phénomène naturel apparu il y a environ 5 millions d'années. Les structures en forme de disques et de beignets apparaissent souvent autour des zones du plancher océanique où se libèrent les gaz naturels. Encore et toujours ces gaz. Lorsque tu viens visiter la mer des Sargasses, au milieu de l'océan Atlantique Nord, tu ne trouves pas ses côtes. Au lieu de cela, elle est entourée de puissants courants océaniques. Ce sont ces mêmes courants qui transforment la mer en une gigantesque formation d'algues brunes et denses. Au XIXe siècle, un navire français a été découvert dans la mer des Sargasses. Ses voiles étaient déployées, mais il n'y avait pas un seul membre d'équipage à bord. Cette disparition mystérieuse a longtemps laissé penser que ces algues étaient carnivores. La mer des Sargasses est en effet un endroit étrange. Elle est toujours étrangement calme et anormalement chaude, bien qu'elle soit entourée par les eaux glacées de l'océan Atlantique. Est-ce que l'un de ces endroits bizarres pourrait abriter le plus grand prédateur marin de tous les temps, le mégalodon? Les dents de ce requin géant, dont certaines sont plus grandes que la main d'un homme adulte, ont été retrouvées à peu près partout dans le monde. Mais comme ces créatures préféraient les eaux chaudes et peu profondes, elles vivaient le long des côtes de tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. En d'autres termes, ce serait une perte de temps de chercher le prédateur géant dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, au Groenland ou dans les cénotes mexicains. Mais alors, pourrait-il choisir les eaux des Caraïbes pour se cacher de l'agitation du monde moderne? Ne te fais pas d'illusions, rien ne prouve à ce jour l'existence du mégalodon. Ce n'était pas un animal timide et insaisissable. Et toujours est-il que personne n'a vu ce requin géant rôder dans les parages récemment, pas même près des spas de paix. Plus on descend, plus ils deviennent flippants. Tu es sur le point d'aller dans les profondeurs les plus sombres de l'océan et de vérifier si cette affirmation est vraie. Les créatures qui vivent ici sont elles aussi effrayantes que les gens le pensent. Tu descends à 40 mètres sous l'eau. Fais bien attention à ce qui se passe sous tes palmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce visage terrifiant à moitié caché dans le sable? C'est l'uranoscope. Tu peux rencontrer ce poisson dans l'est des États-Unis. Il s'enfouit dans le sable jusqu'à ce que des proies insouciantes s'approchent de lui. Ensuite, cette créature cauchemardesque lui inflige un choc électrique et, ma foi, dîne avec. Tu descends plus profondément jusqu'à 70 mètres sous la surface. C'est là que tu aperçois une créature colorée et toute bouffie qui ne mesure pas plus de 30 cm de long. C'est le Neoclinus blanchardi. Au début, le poisson semble être inoffensif. Ah, ok, mais seulement si on ne le provoque pas. Quand cet animal est agité, il ouvre son énorme bouche pour repousser les prédateurs. Cette tactique de défense est un spectacle à la fois surprenant et effrayant. Heureusement, ce poisson ne représente aucune menace pour les gens. La créature que tu vois ensuite peut confortablement vivre dans des eaux peu profondes. Mais toi, tu la rencontres à une profondeur de 300 mètres. Tu n'as même pas besoin de te demander pourquoi on appelle cet animal l'étoile fragile de Game of Thrones. Contrairement aux étoiles de mer qui rampent lentement sur le fond marin, cette créature se déplace rapidement. Elle agite ses bras longs et flexibles pour se rendre du point A au point B. Son corps est protégé par une coquille dure en carbonate de calcium. On connaît aussi ces créatures sous le nom d'étoiles serpentines. Elles sont minuscules et se logent facilement dans les recoins, les fissures et les petites crevasses des rochers. À une profondeur de 600 mètres, on rencontre le calamar géant. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une créature de légende plutôt que d'un véritable animal. Le calmar géant a été filmé pour la première fois en 2001 et il est vraiment aussi gros que son nom l'indique.
Les yeux de la créature font la taille d'un ballon de football et le calamar lui-même peut peser jusqu'à 270 kg. À près de 900 mètres de profondeur, un autre horrible animal te fait peur. Il est un peu rouge et plutôt petit, il ne dépasse pas les 30 cm de long. Lorsque tu t'approches de la créature, elle semble plutôt docile, ou peut-être simplement indifférente. Le vampire des abysses, c'est le nom de la bestiole, ressemble à un parapluie avec des tentacules. Il ne produit même pas d'encre, alors laisse-le tranquille. Peu après, à une profondeur de 1000 mètres, tu rencontres le scalélet féroce. Cette créature est un parasite. Il s'attache aux gros poissons, aux dauphins, aux baleines et parfois même aux humains. Puis, à l'aide de ses dents aiguisées et bien rangées, il arrache des morceaux de viande de la taille d'un biscuit. Ce vilain animal ne dépasse pas les 51 cm et vit dans la zone crépusculaire de l'océan. À une profondeur de 1000 mètres, la lumière devient une chose rare et précieuse. Les animaux qui vivent aussi loin de la surface doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que le poisson revenant a fini par avoir une tête transparente et 2 yeux super sensibles en forme de tonneau. À l'heure actuelle, et comme toujours, ils sont pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir ses proies potentielles. Donc, toi aussi. À près de 1200 mètres sous la surface, tu vois quelque chose de mou et de flasque. Le blobfish n'a ni squelette ni muscles. Sa chair gélatineuse permet à cette créature de survivre à une pression d'eau incroyable. Malgré son apparence, le blobfish est un prédateur de type embuscade. Il reste généralement complètement immobile au fond de l'eau et attend le passage de proies insouciantes. Tu vas encore un peu plus profond et tu repères une créature qui a l'air particulièrement épouvantable. Le requin lutin sent la proie avec son museau. Les terrifiantes mâchoires de la créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsqu'un animal s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper. Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses qui pendent à 18 cm de ton visage. Waouh! Si on continue à descendre, à 1500 mètres, tu remarques un autre membre de la famille des requins. Le requin à collerette ressemble à une anguille en pleine croissance. Mais ses branchies sont bordées d'une frange rouge sur les bords, d'où son nom. La bouche terrifiante de cette créature comporte 25 rangées de dents pointues, orientées vers l'arrière, soit 300 au total. Le requin préfère planer dans l'eau pour attendre que sa proie s'approche, puis il fonce dessus comme un serpent. Soudain, tu vois quelque chose qui brille comme une ampoule électrique, mais après t'être approché, tu recules avec horreur. La créature ressemble à une espèce d'anguille améliorée dotée de dents énormes. C'est le dragon Aekai qui peut vivre à une profondeur de 1800 mètres. Les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps de ce poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. À la même profondeur, 1800 mètres, tu rencontres un autre habitant des profondeurs dont la caractéristique la plus marquante est son énorme bouche. Grâce à elle, le grand gousier pélican peut avaler sa proie en entier. Son estomac peut s'élargir jusqu'à atteindre la taille terrifiante qui lui permet d'ingérer quelque chose d'énorme. À une profondeur de 2000 mètres, tu rencontres une créature à l'air furieux avec une canne à pêche sur la tête. Il s'agit du poisson-pêcheur. L'animal a une épine dorsale bizarre, mais ce ne sont que les femelles qui en sont dotées. Elles passent au-dessus de leur bouche et possèdent un leurre à son extrémité, une chair lumineuse qui appâte les poissons. Le poisson-pêcheur a une si grande bouche et son corps est si flexible qu'il peut avaler des animaux 2 fois plus gros que lui. Tu es à 2100 mètres de profondeur quand tu vois un autre poisson qui brille dans le noir. Le dragon abyssal est une créature rusée, dont les organes lumineux sont disposés le long de son ventre. Cette bête effrayante a également des lumières brillantes à côté de ses yeux. Elle aide l'animal à trouver des proies et à attirer des partenaires potentiels. À la même profondeur, tu aperçois également une énorme batynome. Mais contrairement aux cloportes que tu peux trouver dans ton jardin, celle-ci mesure au moins 51 cm de long. C'est un isopode géant et il est en effet apparenté aux cloportes, ainsi qu'aux crabes et aux crevettes. Ces créatures peuvent paraître un peu effrayantes, mais elles sont inoffensives. Elles s'alimentent des autres animaux des profondeurs, mais seulement après leur mort. Ok. À une profondeur de 4000 mètres, tu vois que le fond de l'océan est devenu un peu moelleux. C'est parce qu'il est couvert de vers zombies. Ces créatures atteignent rarement plus de 5 cm de long. Et pourtant, elles peuvent décomposer des animaux assez gros.
tellement l'acide qu'elles produisent est puissant. L'aspect de plumes des vers leur donne l'apparence de plantes, mais la vérité est que ces créatures grignotent les os durs comme le roc des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Le poisson Hypnops t'effraie presque au point de te faire perdre la tête. Cette créature a une paire de grandes plaques ovales verdâtres sur le dessus de sa tête et n'a pas d'yeux. Les experts pensent que ces membranes osseuses détectent la lumière provenant des prédateurs, ce qui permet de sauver la vie du poisson. Tu es maintenant à 5 km sous la surface, et c'est là que tu repères quelque chose de bizarre au fond. C'est bien un poisson, mais il se tient au fond de l'océan sur 3 longues pattes rigides. Ah, c'est le poisson trépied, plus curieux qu'effrayant en réalité. Cette créature s'est adaptée à l'obscurité presque totale en renonçant à sa vision. Elle doit compter sur les vibrations et le toucher pour sentir ses proies. En plus, le poisson utilise ses nageoires comme mains pour transporter la nourriture directement dans sa bouche. Tu n'as pas le temps d'aller plus loin avant de repérer le poisson sans visage. Cette créature, un peu laide, disons-le, n'a pas d'yeux. Et sa bouche, qui sourit comme la Joconde, se trouve sous son corps. Pour la première fois, le brome sans tête, qui est le nom officiel de la créature, a été vu il y a plus d'un siècle. La fois suivante, c'était en 2017. Lorsque tu atteins une profondeur de 10 km sous la surface, tu tombes sur les concombres de mer. Ces étranges créatures sont beaucoup plus grosses que leurs congénères des eaux peu profondes. Ils passent la plupart de leur temps sur le fond marin, mais s'ils ont besoin d'échapper aux prédateurs, ils sont capables de s'enfuir à la nage. Les concombres des profondeurs ont une couleur violacée brillante, de minuscules pieds et des tentacules tout autour de leur bouche. Mignon. La question est, pourquoi ces créatures des profondeurs ont-elles l'air si effrayantes? La vie est très différente là-bas en bas. Il existe une énorme pression de l'eau, un manque de nourriture et une obscurité constante. Il faut s'adapter pour survivre dans des conditions aussi extrêmes, d'où ces physiques étranges. Nombre de créatures d'épouvante pullulent, bien loin de la surface, comme ce vampire des abysses, qui vit à près de 1000 mètres de profondeur, dans une obscurité quasi totale. Ce calmar possède une cape semblable à celle d'un vampire, et c'est à cela qu'il doit son surnom. Dans les profondeurs de l'océan, il ne peut pas utiliser d'encre pour se défendre. Cet animal a donc développé une tactique inhabituelle. Il se met à luire légèrement pour effrayer ses prédateurs. Si cette tactique échoue, le vampire des abysses peut retourner son corps comme un gant, révélant de petites épines. Son nom scientifique de Vampirotetis infernalis se traduit littéralement par « calmar, vampire des enfers ». Mais en dépit de son aspect terrifiant, c'est une créature marine parmi les plus inoffensives. La créature que nous venons d'évoquer ne venait pas de l'espace, mais cet objet-ci en revient très certainement. Avant que SpaceX ne se mette à concevoir des fusées réutilisables, la NASA se contentait simplement de larguer les anciennes après avoir propulsé ses astronautes dans l'espace, la plupart du temps au-dessus d'un océan ou d'un désert. En 2012, une expédition financée par Jeff Bezos s'est mise en quête de la fusée d'Apollo 11. On est parvenu à la retrouver au moyen de sonar, mais elle était dans un état déplorable. Elle gisait au fond de l'océan, non loin du site prévu. L'équipe est néanmoins parvenue à sauver l'un des moteurs et à en reconstruire 2. La cité perdue la plus célèbre est bien évidemment l'Atlantide, mais hélas, nous ne l'avons toujours pas découverte. Cependant, la cité de Thonis Héracléon n'était également qu'un mythe jusqu'à ce qu'un pilote britannique aperçoive quelque chose qui ressemblait à une ville engloutie en survolant la mer Méditerranée. Il l'a signalé, et 60 ans plus tard, une équipe de plongeurs s'y est rendue. Ils ont été stupéfaits de découvrir une cité tout entière sous les eaux. Elle regorgeait d'artefacts qui pourraient nous en dire long sur l'histoire de ces lieux. Aujourd'hui, c'est l'un des sites archéologiques sous-marins les plus prisés au monde. On pense que c'est la montée des mers qui aurait entraîné toute la ville sous les flots. Le Titanic a coulé en 1912 et son épave n'a été officiellement retrouvée que 74 ans plus tard. Mais en réalité, c'est un pêcheur qui aurait découvert le Titanic 8 ans plus tôt, alors qu'il pêchait dans l'océan Atlantique. Il remontait ses filets quand il a vu qu'une tête y était coincée. Fort heureusement, ce n'était que la tête d'une poupée. Des années plus tard, bien après le décès du pêcheur, son fils a fini par revendre cette poupée à une collectionneuse.
Après de nombreuses recherches sur chaque personne qui possédait un jouet en porcelaine à bord du Titanic, elle a enfin retrouvé sa propriétaire. Une certaine Eva Hart se trouvait à bord et avait avec elle une poupée. Eva avait survécu à la catastrophe par miracle, mais pas son jouet. Elle avait même écrit au sujet de la poupée dans son journal, et chaque détail correspondait mot pour mot à la découverte du pêcheur. Le poisson trépied vit dans les profondeurs de la zone abyssopélagique, à environ 6000 mètres sous la surface. Il est adapté à la vie dans les abîmes et utilise ses nageoires et chasses pour demeurer au fond, immobile. Cette créature n'a pas de grands yeux, mais même si elle en avait, ceux-ci ne seraient guillemets d'aucune utilité dans l'obscurité. Au lieu de cela, le poisson trépied utilise ses nageoires comme des antennes pour détecter tout mouvement dans l'eau. Cette créature n'a pas beaucoup de chance en ce qui concerne sa vie amoureuse. Elle a donc dû développer des tactiques uniques pour se reproduire. C'est ainsi que ces poissons sont devenus hermaphrodites. L'étrange créature suivante est le poisson lézard. Sa grande bouche est bardée de dents tranchantes comme des lames de rasoir et surplombée de grands yeux globuleux qu'il utilise pour la chasse. Tout cela rend l'animal proprement terrifiant. Le poisson lézard vit à une profondeur d'environ 3300 mètres, dans la zone bathypélagique où aucune lumière ne filtre. Cette aberration de la nature se nourrit essentiellement de tout ce qui peut entrer dans sa bouche, des petits poissons aux autres poissons lézards. D'un autre côté, s'ils ont la chance d'apercevoir l'un de leurs congénères, ils en tombent probablement amoureux, car trouver un partenaire à de telles profondeurs n'est pas une tâche aisée. Tout comme le poisson trépied, le poisson lézard peut être à la fois mâle et femelle. Quand vous pensez à une rivière, vous l'imaginez généralement sur Terre. Cependant, la nature peut parfois se montrer imprévisible, et elle a créé une rivière qui coule sous l'océan au large de la Californie. Elle s'écoule à une profondeur d'environ 3000 mètres. Cette rivière sous-marine possède toutes les caractéristiques d'une rivière ordinaire, des troncs immergés, des arbres et des rochers. Et malgré son aspect unique, elle n'est pas la seule au monde. Il y en a aussi une en Amazonie, ainsi qu'au Groenland. Une créature terrifiante a été découverte près des côtes d'Angola par un véhicule télécommandé. On dirait qu'elle n'a ni tête ni corps. Elle se trouvait à une profondeur d'environ 1300 mètres sous la surface. Après avoir effectué quelques recherches, les scientifiques en ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'une créature de science-fiction. C'était juste un amas de siphonophores agglutinés ensemble. En 2015, un homme plongeait au large de Cesare lorsque quelque chose de brillant a attiré son attention. Il a tendu la main, s'en est saisi et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une pièce d'or. Après cela, il a examiné le fond marin et s'est aperçu qu'il y en avait encore davantage. Il a signalé sa découverte aux autorités locales, qui en ont conclu qu'il avait mis la main sur un ancien trésor arabe. Les pièces étaient en or massif de 24 carats et datant de près d'1 millier d'années. Mais en raison de la salinité et de la température idéale de l'eau, elles semblaient comme neuves. Ces pièces provenaient de la cargaison d'un navire qui avait été pris dans une tempête et avait malheureusement coulé. L'une des choses les plus étranges jamais découvertes a été retrouvée dans la mer Baltique. C'est une curiosité qui semble avoir été conçue par une civilisation extraterrestre. Ce sont des chercheurs suédois qui sont tombés dessus et ils n'avaient pratiquement aucune idée de ce que c'était. Il leur a fallu demander l'avis de nombreux autres scientifiques. Lorsque vous regardez cette formation d'en haut, elle mesure 60 mètres de long et ressemble à s'y méprendre à un vaisseau spatial écrasé. Il est difficile de croire qu'il s'agisse d'une formation naturelle. Mais au risque de vous surprendre, elle a absolument été créée par la nature, car la mer Baltique n'a cessé de l'éroder au fil du temps. Le plus probable, c'est que cette formation bizarre soit le résultat d'un tel processus. Un groupe de plongeurs à Madagascar a été sidéré de découvrir ce monstrueux couteau de plus de 2 mètres au fond de l'océan. Les théories n'ont pas tardé à se bousculer. Et beaucoup ont affirmé que ce couteau aurait appartenu à quelques géants qui auraient combattu des mégalodons et vécu sur Terre il y a des milliers et des milliers d'années. Ça pourrait faire une belle histoire, mais ce couteau n'était probablement qu'un accessoire de cinéma perdu en mer. L'un des animaux les plus étranges de l'océan est le requin lézard.
On croit que ce poisson serait à l'origine de toutes les histoires de serpents marins relatées par les explorateurs du passé. Ces poissons vivent généralement dans les abysses, mais ils peuvent parfois être aperçus dans des eaux moins profondes. C'est extrêmement rare, mais cela reste possible. Le requin lézard a une grande bouche qui arbore près de 300 dents. Il possède également un long corps semblable à celui d'un lézard, et il s'agit d'une espèce de requin vraiment unique. Sa proie peut mesurer jusqu'à la moitié de sa propre taille, car l'estomac de ce requin est semblable à celui d'un serpent, capable d'avaler d'énormes poissons et crustacés. Apercevoir quelques vers de terre dans votre jardin n'est pas bien grave, mais après avoir vu un ver de 8 mètres de long dans l'océan, vous risquez de mouiller encore un peu plus votre combinaison de plongée. Un tel ver est extrêmement rare, et il est complètement inoffensif pour les humains. Car en réalité ce n'est pas un ver géant. Il s'agit d'un amas de zooïdes collés ensemble dans une formation semblable à un ver. Ils ne nourrissent généralement de plancton, de bactéries, et d'autres petites choses qui peuvent être glanées dans l'océan. La chose la plus effrayante dans l'océan et qui soit 100% réelle est probablement le Magna Pinna, ou calmar araignée. Il peut être trouvé à une profondeur folle de plus de 6000 mètres sous la surface. Ce monstre ressemble à une sorte de Slenderman sous-marin, mais c'est juste un calmar avec de très longs tentacules, capable d'atteindre une taille terrifiante de 2,50 mètres. Cet animal n'a été observé qu'en de rares occasions. Et en gros, nous ne savons pas grand-chose au sujet de cette créature pour le moment. Il y a un lac au cœur de l'Asie qui contient 1/5 de toute l'eau douce liquide du monde. C'est plus que les 5 grands lacs réunis. Même si toutes les rivières de notre planète changeaient soudainement de direction et se donnaient pour mission de vider ce lac, elles mettraient une année entière pour achever le travail. Je parle du lac le plus profond du monde, le lac Baïkal. Si vous décidez de descendre jusqu'à son point le plus profond, préparez-vous à un voyage de plus de 1600 mètres. La descente prend plusieurs heures. Mais le fond du lac est encore plus profond, reposant par endroits sur plus de 6000 mètres de sédiments. Cela signifie qu'il pourrait être encore plus profond que la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond connu sur Terre. La quantité d'eau qu'il contient serait suffisante pour que tout le monde sur Terre ait assez à boire pendant 50 ans. Ce lac gigantesque renouvelle entièrement son eau tous les 383 ans. Le Baïkal dispose d'une excellente équipe d'affluents de plus de 300 rivières et ruisseaux qui lui apportent directement leurs eaux. Et une seule rivière sort du Baïkal, l'Angara, qui se dirige tout droit vers l'océan Arctique. Le Baïkal n'est pas seulement le lac d'eau douce le plus profond, c'est aussi le plus ancien sur Terre. Il s'est formé il y a au moins 25 millions d'années. Tout a commencé lorsque la croûte terrestre a décidé de jouer à Tetris, créant le lac et les montagnes environnantes. À une époque, le Baïkal n'était apparemment qu'un simple lit de fleuve, mais des tremblements de terre sont venus secouer la terre, et la distance entre les rives s'est agrandie. Le niveau de l'eau a augmenté en raison de la fonte des glaciers. Plusieurs lacs se sont alors formés pour finir par en créer un seul. Le Baïkal est l'un des 20 lacs du monde vieux de plus d'1 million d'années. Et comme il n'a pas été perturbé par les périodes glaciaires, c'est un terrain de recherche parfait pour les scientifiques. Ces sédiments prélevés en profondeur nous en apprennent beaucoup sur le climat de notre planète à différentes périodes. Puisque le Baïkal se trouve sur un rift continental, avec 2000 secousses sismiques par an, le lac s'approfondit et continue de grandir. Ses rives s'éloignent à peu près au même rythme que les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Il pourrait donc tout à fait devenir un océan. Une autre chose que le Baïkal partage avec les océans, c'est que ses eaux sont riches en oxygène, même à ses profondeurs les plus extrêmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles la faune du lac est incroyablement diverse. Il abrite plus de 2500 espèces animales et 1000 variétés de plantes. Pour la moitié, ces espèces sont uniques et endémiques. Il y a des algues et aussi des poissons, l'eau moule et le coméphore. Quelques ours, élans et lynx vivent également sur ces rives. Ils apprécient sans doute le fait que les températures près du lac sont toujours plus élevées que dans le reste de la Sibérie, grâce à cette grande masse d'eau.
La plupart des habitants du Baïkal préfèrent rester au fond des eaux. Mais vous rencontrerez un courageux animal si vous décidez de passer par là. Voici le phoque du Baïkal, également connu sous le nom de Nerpa. C'est le seul vrai phoque d'eau douce au monde. Le Nerpa a un regard si doux qu'il a presque décroché le rôle du chapeauté dans Shrek. Un Nerpa en bottes, ça me plaît bien. Ses grands yeux lui permettent de chasser son poisson pélagique préféré. D'autres types de phoques peuvent vivre dans l'eau douce et s'y reproduire, mais ces phoques-là sont les seuls à y passer toute leur vie. Mais attendez, comment les phoques, supposés être des créatures océaniques, ont-ils fini dans un lac, à des kilomètres et des kilomètres de la mer? Il y a environ 400 000 ans, pendant l'époque du Pléistocène, ces créatures aventureuses ont remonté le fleuve et les émissaires qui reliaient le Baïkal à l'océan Arctique. Le phoque annelé qui vit encore en Arctique est considéré comme l'ancêtre du phoque du Baïkal. Aujourd'hui, les phoques du Baïkal demeurent dans leur habitat d'eau douce en raison des changements géologiques. Et ils semblent être assez heureux là où ils sont, car ils ont le choix d'une grande variété d'aliments. Les phoques se rassemblent principalement dans les zones nord et centrales du lac, mais se déplacent vers le sud en hiver. Le lac est recouvert de glace, où ils se couchent pour se détendre. Tout comme leurs cousins océaniques utilisent les rochers ou la plage. Depuis au moins 1969, on voit apparaître de mystérieux anneaux de glace ici et là de manière aléatoire. À un moment, ils étaient si grands que les astronautes pouvaient même les voir depuis l'espace. Ces anneaux apparaissent généralement fin avril, mais peuvent être présents en janvier ou en mai. Les scientifiques n'arrivaient pas à percer le mystère de leur formation. Ils avaient toutes sortes de théories, la plus populaire reposant sur des bulles de méthane provenant des profondeurs. Mais à un moment, ils ont remarqué que certains des anneaux se trouvaient dans des eaux moins profondes, où il n'y a pas d'émission de gaz. Ainsi, une équipe internationale a décidé de résoudre ce mystère. Ils se sont rendus au lac Baïkal, ont percé des trous dans la glace et ont installé des capteurs dans l'eau. En 2016, au début de leurs recherches, ils ont entendu dire que 2 camionnettes étaient les coincées dans ces mystérieux anneaux de glace. Une fois analysées les données des capteurs, il s'est avéré que derrière ces anneaux, il y avait des tourbillons chauds circulant dans le sens des aiguilles d'une montre sous la couche de glace. Les courants étaient moins intenses au centre des tourbillons, et la glace au-dessus était donc plus épaisse que sur les bords. Les eaux du lac sont tellement transparentes qu'on peut y plonger le regard à des profondeurs extrêmes, jusqu'à plus d'une 40aine de mètres sous la surface. C'est en raison des montagnes environnantes qui y déversent leur glace fondue. Le plancton du lac permet également de nettoyer les débris flottants. Lorsque cette eau cristalline gèle, elle forme une couche de glace épaisse et transparente. Le vent joue les sculpteurs sur le Baïkal et y crée des œuvres d'art uniques en leur genre. Il soulève l'eau qui gèle en des formes insolites, des bulles, des stalactites, des choses que l'on ne voit nulle part ailleurs. L'emplacement et la géographie du lac, ainsi que les cycles de dégel et de régel, créent les conditions parfaites pour cet atelier de sculpteur. Et vous pouvez même voir des rochers qui semblent flotter. Le bas du rocher gèle à la surface de la glace. Ensuite, les vents forts érodent sa base, créant une sorte de joli socle pour le rocher. Si vous pensez que ces rochers flottants ont l'air étrange, que penserez-vous alors du monstre du Baïkal? Les Bouriades de Sibérie ont une légende au sujet d'un dragon aquatique qui vivrait dans le lac. Le dragon est considéré comme la créature la plus puissante de la mythologie asiatique. On dit qu'il y aurait 4 dragons vivant dans les 4 mers, chacun responsable d'une des directions cardinales. Le Baïkal est la mer du Nord, dans cette histoire. L'image de ce dragon serait présente dans d'anciens pétroglyphes sur les falaises du Baïkal. Une lourde dalle de pierre, qui pourrait remonter jusqu'au 9e siècle avant Jésus-Christ, représente un mystérieux monstre des eaux. Imaginez toutes les histoires contenues dans cette pierre, les vestiges d'une époque révolue, la grande énigme des falaises du Baïkal. La légende raconte qu'un guerrier local poursuivait le dragon. Il a finalement atteint l'île principale d'Olkhon. Il était prêt à affronter et à vaincre le dragon, mais la bête s'est transformée en une belle femme, et ils se sont mariés,
Voilà une étrange variante de l'histoire classique du dragon et de la dame à secourir. Les légendes locales décrivent ce dragon comme un énorme esturgeon avec un museau semblable à celui d'un alligator et un corps cuirassé. En réalité, ce monstre mythique n'est certainement que l'un des plus gros poissons vivants dans le lac. Les niveaux élevés d'oxygène contenus dans l'eau permettent à ces poissons de devenir très grands. Le grand esturgeon peut peser plus de 1000 kilos, vivre jusqu'à 50 ou 60 ans, et il ne cesse jamais de grandir. Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Certains ressemblent à s'y méprendre à Nemo ou à Dory. Puis il y a le poisson papillon. Et le charmant guppy, qui est en effet très élégant. Et puis il y a... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne me paierai certainement pas un baptême de plongée pour voir ce truc. La baudroie détient officieusement le titre d'animal le plus laid du monde. Mais je n'oserais jamais lui annoncer la nouvelle. Il existe plus de 200 espèces de baudroies, barbotant actuellement quelque part dans les sombres profondeurs des océans Atlantique et Antarctique, et ce, à plus de 1000 mètres de profondeur. Certaines d'entre elles préfèrent d'autres conditions de vie, comme les eaux tropicales à peu profondes. Les différentes espèces de baudroies varient en forme et en taille, du célèbre dragon des abysses aux poissons-grenouilles, lottes, poissons chauves-souris, poissons ballons de foot, Lophidae et Chonacidae. Les plus grandes peuvent atteindre la moitié de la longueur d'un lit d'adulte, mais la plupart d'entre elles mesurent moins de 30 cm. Étant donné que les options en termes de repas ne sont guère nombreuses là où elles vivent, elles ont dû mettre au point une technique de chasse unique. Elles ne gaspillent pas leur précieuse énergie à poursuivre des proies potentielles. Au lieu de cela, elles utilisent un morceau d'épine dorsale qui dépasse de leur bouche à la manière d'une canne à pêche, d'où leur nom anglais d'anglerfish. Au bout de cette canne à pêche se trouve un sac de bactéries bioluminescentes qui brillent dans l'obscurité. La lumière attire les proies et la baudroie n'a plus qu'à attendre et à savourer son repas livré directement dans sa bouche. Le corps de la baudroie est grand et souple, ce qui lui permet d'avaler facilement des proies, faisant 2 fois sa taille. Les baudroies des grands fonds mangent tout ce qu'elles trouvent. Les espèces qui vivent dans des eaux moins profondes ne font pas la fine bouche non plus. Elles peuvent dévorer tout ce qu'elles croisent, des crevettes aux escargots en passant par les petits poissons. Seules les baudroies femelles sont dotées d'une telle canne à pêche. Mais qu'en est-il des mâles? Trouver l'âme sœur dans les profondeurs de l'océan n'est pas si facile. Je veux dire, il n'y a littéralement pas de lumière là-dessous. De plus, les températures sont glaciales et le taux d'oxygène est très faible. Les baudroies ne peuvent pas se permettre d'avoir beaucoup de rendez-vous galants dans ces conditions, alors elles s'accouplent pour la vie. Et avant que tu ne trouves ça trop mignon, il faut préciser qu'elles le font d'une manière assez spéciale. Les baudroies mâles sont beaucoup plus petites que leurs dulcinées. Le contraste est si frappant que lorsque les chercheurs se sont intéressés pour la première fois à leur vie amoureuse, ils pensaient que ces mâles étaient en fait des rejetons ou des alevins qui traînaient à côté de leur maman. Certaines espèces de baudroies mâles possèdent des récepteurs qui leur signalent la présence d'une femelle à proximité. Après l'accouplement, le mâle mord sa compagne et reste accroché à sa tête, à son ventre, près de sa queue ou à tout autre endroit auquel ils ont accès. Alors qu'ils fusionnent ainsi ensemble pour toujours, la femelle reçoit les cellules, l'ADN et les organes reproducteurs du mâle, mais perd ses cellules immunitaires. Le mâle est donc logé et nourri gratuitement en permanence. Compte tenu des prix actuels de l'immobilier, ça semble être le pied. Mais ce logement est partagé par un maximum de 8 mâles, et ils ne peuvent pas déménager si l'envie leur prend un jour. Il est peu probable que tu rencontres ce poisson des profondeurs dans la vraie vie. Mais si tu es fan de ARK, survival, et que tu y croises une baudroie, n'oublie pas que tu peux facilement la devancer à la nage et l'amadouer à coups de fléchettes tranquillisantes. Une fois que tu te seras lié avec elle, la baudroie peut devenir ton éclaireur et t'aidera à découvrir de nouvelles zones grâce à ses capsules bioluminescentes. De retour dans le monde réel, dans la zone crépusculaire de l'océan, entre 200 et 1000 mètres de profondeur, la baudroie n'est pas la seule créature que tu sois chanceux de ne jamais rencontrer. De nombreux habitants de la région semblent tout droit sortis d'un film d'horreur ou de science-fiction, mais c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à ce monde obscur et abyssal. J'ai fait de mon mieux pour te préparer aux créatures que tu t'apprêtes à rencontrer, en commençant par le poisson-ogre. Ce dernier passe la plus grande partie de leur vie dans les profondeurs, mais la nuit, ils remontent vers la surface pour se nourrir. Ces animaux sont plus actifs que la plupart des autres habitants des abysses. Ils n'attendent pas que la nourriture vienne à eux.
mais la traquent et l'attrapent avec leurs longues dents carnassières. Comme ils n'ont pas d'ampoule intégrée comme la baudroie, ils ont développé un excellent odorat et exploitent la faible lumière du soleil, qu'ils parviennent à déceler dans les profondeurs pour se repérer. Parfois, l'ombre d'une proie potentielle qui passe suffit à les faire passer à l'action. Bien qu'ils n'aient pas l'air bien charmants, ils sont tout à fait inoffensifs pour l'homme, des fois que tu tombes sur l'un d'entre eux. Malacosteus semble être le nom d'un sortilège interdit, mais il s'agit en fait d'un autre habitant des profondeurs, qui a des habitudes de chasse tout à fait sournoises. Il possède des photophores spéciaux, produisant de la lumière sous chaque œil. Ceux-ci émettent de la lumière verte et rouge à la manière d'un feu de circulation. Contrairement à d'autres poissons, ces derniers ne quittent pratiquement jamais la zone crépusculaire, et la zone de minuit qui, elle, se trouve entre 1000 et 4000 mètres. Leur mâchoire inférieure représente un quart de la longueur totale de leur corps, et ils la gardent ouverte en permanence dans l'espoir d'obtenir un repas. Il a l'air d'un prédateur féroce, mais il préfère surtout le zooplancton, avec un dessert occasionnel de crevettes, de krill ou de petits poissons. Tu ne t'attendais sûrement pas à rencontrer un hybride d'anguille et d'oiseau, mais le voici. L'anguille nemictis possède un bec semblable à celui d'un oiseau, avec des pointes recourbées. Ce bec est pourvu de minuscules dents crochues que les anguilles utilisent pour attraper les antennes de délicieuses crevettes. Ce poisson est très mince. Il peut atteindre 1,50 m et ne pèse pas plus de 200 grammes. Les chercheurs ne connaissent pas encore tous les secrets de cette anguille, car il est assez difficile de l'étudier dans son habitat naturel. Mais il semblerait qu'elle ne se reproduise qu'une fois dans sa vie et qu'elle meure ensuite. Les calmars de verre aiment se la couler douce et se laissent littéralement porter par le courant. Ils regorgent d'une solution de chlorure d'ammonium plus légère que l'eau. Ils n'ont donc aucun effort à fournir pour se déplacer dans les profondeurs sous-marines à la recherche de nourriture et de partenaires. Ces créatures sont transparentes, ce qui leur permet de se fondre dans n'importe quel paysage et de ne pas projeter d'ombre en se déplaçant, ce qui constitue une excellente tactique de survie. En cas de danger, ce calmar peut se transformer en une boule grumeleuse en poussant sa tête et ses tentacules dans sa cavité paléale. Il peut également libérer de l'encre dans son manteau et passer de la transparence à un noir de jet. Cette même encre peut le protéger contre les baleines et les oiseaux de mer affamés. Une autre tactique qu'ils utilisent pour effrayer les prédateurs consiste à activer les organes bioluminescents autour de leurs yeux. Je commence à avoir faim. Je pourrais peut-être grignoter ce concombre de mer? Aïe, il bouge. Je suppose qu'il n'a rien à faire dans ma salade, après tout. Ces animaux à corps mou vivent dans toutes les parties de l'océan, depuis les eaux peu profondes jusqu'au fond des abîmes. La plupart d'entre eux se déplacent lentement à l'aide de leurs petits pieds, mais certains rampent en remuant tout leur corps. Les concombres de mer peuvent se débarrasser de leurs organes internes à l'approche d'un prédateur. Ces organes collants détournent l'attention de l'intrus, et le concombre, heureux, poursuit sa route tout en laissant repousser ses organes. Qu'est-ce qui scintille au loin? On dirait que quelqu'un a laissé tomber des pierres précieuses dans l'eau. C'est un saphirina, également connu sous le nom de l'animal le plus beau que l'on ait jamais vu. Certains mâles parmi ces copépodes peuvent changer de couleur, passant du bleu profond au violet, au rouge, ou alors, une seconde plus tard, tout a disparu. Puis ils recommencent, brillant de 1000 feux. Le secret de cette magie est que leur corps est transparent et reflète la lumière différemment sous certains angles. On dirait que c'est leur façon de communiquer entre eux et d'attirer des partenaires. Les saphirinas femelles n'ont pas la même capacité, mais leurs yeux sont plus grands que ceux des mâles, probablement pour les repérer de loin. Les mâles vivent en liberté, tandis que leurs dames demeurent dans d'étranges palais de cristal faits de gelée, en forme de tonneaux, et qu'on appelle des salpes. La majeure partie de l'océan est encore entourée de mystères, qu'il s'agisse de coins sombres ou de créatures qui se cachent dans les abysses. Mais parfois, il nous donne un aperçu des choses effrayantes qu'il abrite dans ces profondeurs froides et obscures. Par exemple, lorsque tu entends aux nouvelles que des créatures des profondeurs se sont échouées sur le rivage après la dernière tempête, certaines ont juste l'air bizarres, tandis que d'autres sont de véritables monstres d'épouvante qui vivent à plus de 1000 mètres de profondeur. Les parties les plus froides et les plus profondes de l'océan ont engendré un phénomène spécifique que l'on nomme gigantisme. Ainsi, les araignées de mer, les calmars, les vers et de nombreux autres animaux, principalement des invertébrés, c'est-à-dire des créatures dépourvues de colonne vertébrale, sont tous beaucoup plus gros et effrayants que les versions que nous observons dans les zones moins profondes.
Dans les profondeurs du Pacifique, on peut trouver une éponge de mer aussi grande qu'un monospace, ou encore le Mesonychoteuthis hamilton ou calmar colossal, qui vit dans les eaux subantarctiques et qui est près de 14 fois plus long que l'encornet minami ou Nototodarus sloani, un type de calmar qui vit principalement au large de la Nouvelle-Zélande. Les chercheurs ont trouvé quantité de ces monstres sous-marins dans la zone abyssale de l'océan, entre 4000 et 6000 mètres de profondeur. En 2021, les chercheurs sont parvenus à ramener des images de la méduse fantôme géante. Elle se trouvait à une profondeur de 1000 mètres et ses tentacules s'étendaient sur 10 mètres de long. Je n'aimerais pas tomber là-dessus à la plage. Elle ne se nourrit probablement que de petits poissons et de plancton. Mais elle peut nager jusqu'à des profondeurs de plus de 6500 mètres. Et là-bas, cette méduse géante ne trouve pas assez de nourriture. Comment survit-elle alors? Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la réponse à cette question. Et il y a encore davantage d'interrogations au sujet du calmar géant, le plus grand membre de son espèce jamais découvert. Ce monstre mesure 13 mètres de long et pèse près d'1 tonne. Imagine que ses tentacules se saisissent de ta voiture ou de tout objet de ce genre. Ils l'écraseraient comme s'il s'agissait d'un jouet. Il n'y a pas la moindre lumière dans les abysses, car les rayons du soleil ne peuvent pas pénétrer aussi profondément. Il ne s'y trouve donc pas d'algues ni de plantes sous-marines. La faune locale se nourrit donc principalement de neige. La neige marine n'est pas comme celle que l'on utilise pour faire des bonshommes de neige. Il s'agit de tous les petits débris ou détritus qui pleuvent de la surface de l'océan. Peut-être même des restes que les prédateurs n'ont pas pu terminer là-haut. Ce n'est donc pas grand-chose. Mais apparemment, cela suffit aux créatures qui se cachent dans les profondeurs, comme les calmars géants. Les calmars qui vivent en général à de telles profondeurs ne se donnent pas la peine d'aller chercher leur proie. Ils attendent simplement que le pauvre animal nage jusqu'à leurs longs tentacules et tombe dans le panneau. Ce n'est peut-être pas la technique la plus efficace, car peu d'animaux se risquent à nager dans ces zones sombres et froides. Mais cette méthode permet d'économiser de l'énergie. Un calmar géant n'ingère qu'environ 30 grammes de poisson par jour, ce qui représente environ 45 calories. C'est près de 50 fois moins de calories que ce qu'une personne moyenne devrait consommer par jour. Ainsi, lorsqu'un calmar prend un poisson, il le garde pour quelques jours. On espère que les calmars géants n'auront pas l'idée de remonter à la surface pour chercher de la nourriture quand il n'y en aura plus assez dans les abysses. Et on souhaite ardemment que les requins géants du Groenland, encore plus nombreux, n'auront pas la même idée. On les trouve à des profondeurs allant jusqu'à 2200 mètres. Ils nagent 3 fois plus lentement que nous ne nous déplaçons à pied, soit une vitesse d'1,2 km par heure. Cette lenteur fait partie du mécanisme d'économie d'énergie dont les créatures des profondeurs ont besoin pour survivre. Mais ces requins peuvent effectuer de courtes pointes de vitesse lorsqu'ils cherchent à attraper une proie. Toutefois, ils ont en quelque sorte changé de régime alimentaire, passant de prédateurs à charognards, compte tenu de leur environnement, car il y aura toujours plus de restes tombant de la surface que d'animaux à chasser. Les requins du Groenland ne grandissent que d'1 centimètre par an, et un individu moyen mesure en général 6,5 mètres de long, ce qui signifie qu'ils vivent extrêmement longtemps, parfois jusqu'à 400 ans. Ils ont également un métabolisme très lent, ce qui est l'un des principaux facteurs de leur longévité. Les requins du Groenland aiment passer du temps dans les eaux froides. Ils y sont adaptés car leurs tissus contiennent des composés chimiques spécifiques qui empêchent la formation de cristaux de glace sur l'ensemble de leur corps. Cela signifie qu'ils disposent d'une sorte d'antigel naturel. Qu'est-ce qui les rend si grands? Les scientifiques n'en sont toujours pas certains, mais certaines théories tentent de l'expliquer. Selon la loi de Kleiber, les animaux plus gros ont tendance à être les plus efficaces. Il suffit de comparer un petit poisson à une baleine, dont la masse est des centaines de fois supérieure. La baleine a un bien meilleur métabolisme. Elle conserve l'énergie plus efficacement et en disperse moins dans l'environnement sous forme de chaleur. Les animaux plus gros peuvent ingérer des proies plus grosses. Ils sont plus à même de faire face à des problèmes difficiles dans leur environnement ou de se défendre contre les prédateurs qui s'en prennent à eux. En outre, le corps grossit lorsque les températures sont plus basses. Le requin du Groenland en est un parfait exemple, tout comme les araignées de mer géantes. Les araignées de mer sont assez communes et on en trouve de très petites, d'une taille d'1 millimètre même. Mais dans les zones les plus profondes de l'Antarctique, elles deviennent des géantes d'1 mètre de long. Si elles deviennent si grandes, c'est parce que l'eau froide contient plus d'oxygène. L'oxygène se diffuse donc davantage dans le corps de l'animal, ce qui lui permet de grandir. Oui, à la fois comme organisme et comme créature de cauchemar.
Et que dire de ce ver tubicole géant, le Riftia pachyptila? Des chercheurs l'ont découvert accidentellement alors qu'ils sondèrent les mystères du fond de l'océan Pacifique. Ils sont tombés sur des cheminées hydrothermales inhabituelles. C'est la chaleur volcanique qui est à l'origine de celle-ci. Lorsque l'eau s'infiltre par des failles ou des fissures dans la roche, ces évents changent de direction. Et lorsque l'eau en ressort, elle est riche en minéraux et en composés chimiques. La plupart des animaux ne pourraient jamais survivre à cette soupe toxique, mais pas ces vers tubicoles. Cela a été une véritable surprise. Car non seulement ils ne sont pas gênés par ces cheminées toxiques et par la température presque bouillante de l'eau, mais ils y ont développé des écosystèmes entiers. Ils sont uniques parce qu'ils n'ont pas besoin de la lumière du soleil pour survivre. Au lieu de cela, de petites bactéries constituent leur principale source d'énergie. Ces bactéries tirent leur énergie directement de ces haies composés chimiques toxiques. Il ne s'agit donc pas de photosynthèse, mais d'un processus appelé chimiosynthèse. Et ces haies vers tubicoles n'ont pas de bouche. Les bactéries vivent à l'intérieur d'eux. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? De plus, ces vers effrayants peuvent atteindre jusqu'à 2,4 mètres. Les Bathynomus, ou isopodes géants, ne sont pas mieux lotis non plus. Ils se cachent dans les profondeurs de l'océan, à 500 mètres ou davantage, loin de la lumière du soleil, et ressemblent à de monstrueux cloportes. Ils passent la plupart de leur temps sur le plancher océanique, espérant récupérer de la nourriture qui tombe des strates supérieures de l'océan. Regarde ces petites griffes crochues à l'extrémité de leurs pattes. Ces isopodes s'en servent pour demeurer stables lorsqu'ils se déplacent sur le fond de l'océan. Comme il n'y a pas de lumière, ils disposent de longues antennes qui leur permettent de se repérer. Ces antennes sensorielles mesurent environ la moitié de la longueur de leur corps, et les Bathynomus ont également des yeux assez grands en proportion. Ces isopodes peuvent mesurer plus de 30 cm de la tête à la queue. Ce sont des animaux très patients. Tu te souviens qu'on a dit que les créatures des profondeurs trouvaient rarement de la nourriture? Parfois, ceux-ci doivent attendre des années avant d'obtenir un vrai repas. C'est pourquoi leur métabolisme est incroyablement lent. Ils peuvent te passer 5 ans sans rien manger. Imagine un peu, j'ai faim rien que d'en parler. En 2006, un biologiste du nom de Craig McLean a effectué des recherches visant à observer les différences entre les abysses et les régions peu profondes de l'océan. Il s'est rendu compte que les grands fonds reflétaient la loi de Foster. Tout d'abord, les parties les plus isolées du globe développent une biodiversité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Deuxièmement, les petits organismes se développent beaucoup plus lorsqu'ils sont isolés que la vie sur les grandes étendues terrestres. Les ressources sont limitées, mais aussi la concurrence et les prédateurs. Et nous ignorons encore beaucoup de choses au sujet de ces créatures des profondeurs. Il est trop coûteux et trop compliqué de mener de telles recherches. Nous attendrons donc que d'autres tempêtes déchaînées nous montrent au moins une partie du monde monstrueux que cachent les profondeurs glacées des océans.